Commencer cette matinée, Gilles Bécou, qui est professeur d'histoire à l'École normale supérieure Ulm et également directeur d'études à l'École pratique des hautes études, qui est un grand spécialiste de l'Italie, mais aussi du philhellénisme. Il y a une grosse biographie de Cavour qui va bientôt sortir, et il va nous parler de Victor Bérard, arménophile et philhellène, sens d'une amitié politique méditerranéenne à la fin du XIXe siècle. Merci Sophie. Alors, c'est le spécialiste des toponymes, auteur d'un ouvrage célèbre intitulé « Les noms de pays en France », Lucien Gallois, qui rédige dans les annales de géographie la nécrologie de Bérard, son cadet de l'école normale. Alors, comme cela est rituel, et je dirais même salutaire pour un aîné, il déplore la fin prématurée de ce camarade, mort à 67 ans. Je soustrairai à cette notice d'une vie déjà longue pour l'époque, de quoi plutôt introduire la parabole de politisation de Bérard, qui va nous occuper durant cette journée plus politique. C'est une journée sur la question d'Orient, mais c'est surtout une journée plus politique de ce colloque, auquel, à mon tour, je remercie chaleureusement Sophie Bache, Michel Espagne et le directeur de l'école française, Alexandre Farnoux, de m'avoir convié et en si bonne compagnie. Alors, pour Gallois, tout commence et tout finit par la géographie, ce n'est pas étonnant. Et c'est dans ce contexte intellectuel qu'il inscrit le double engagement politique de Victor Bérard. D'abord comme publiciste de la question d'Orient, à partir d'une expertise de la Méditerranée et du Proche-Orient, largement délivrée dans la revue de Paris de la Vis, dont Bérard, on le sait, est un collaborateur et un secrétaire. À quoi s'ajoute un rapport de corrélation très clair, selon Gallois, entre la recherche sur la Méditerranée antique, le goût de la géographie et de la diplomatie récente, et enfin l'engagement politique actif du sénateur, expert des questions extérieures, pour reprendre le titre d'un recueil de Bérard de 1902, publié par Armand Collin, qui était alors son beau-frère. Lucien Gallois déclare, ce que j'ai appris, qui a été confirmé hier, Lucien Gallois déclare, sans crainte d'ailleurs d'instrumentaliser sa discipline, mais après tout c'est pour la bonne cause, je cite, « Par cette longue préparation, géographie, diplomatie, née de l'Antiquité, il se trouvait tout désigné pour entrer au Parlement, donc un peu de géographie, d'histoire diplomatique, et nous voilà sénateurs de la République. » Le contenu de cet engagement international de Bérard n'est pas méconnu des historiens du monde intellectuel du XIXe siècle, dont ma contribution se limitera à reconstituer, plutôt que le contenu, plus ponctuellement, ses formes autour des liens entre engagement crétois, engagement philhellène, même s'il refuse ce terme, nous y reviendrons, et mobilisation philarmène ou arménophile, et ce en tentant de reconstituer la place centrale, je dirais même matricielle, de l'engagement pour les Arméniens, de cet helléniste qui, jusqu'à la fin des années 1880, à ma connaissance, n'est pas foncièrement hostile à l'Empire ottoman et croit encore en sa capacité de réforme, et il n'est pas le seul de ces hellénistes qui vont faire du terrain dans l'Empire ottoman et qui reviennent avec cette idée l'illustre précédent et Fustel de Coulanges allant à Chios et se faisant même taper sur les doigts, si j'ose dire, pour avoir un peu trop loué l'administration ottomane. En février 1920, à la Mutualité, la Ligue des droits de l'homme s'est réunie pour évoquer la question de l'Arménie indépendante et Ferdinand Buisson, qui préside, donne la parole à Bérard en le présentant, je cite, comme sénateur, il vient à peine d'être élu, écrivain, penseur, courageux publiciste, maître digne d'être écouté, plus encore d'être suivi dans ses conseils, notamment sur la politique orientale de la France depuis les accords de 1916, dans lesquels, il faut le rappeler, Bérard semble avoir joué un rôle de truchement semi-officiel extrêmement important. Simplement, ce maître a d'abord été un élève, nous le savons, dont les premiers travaux transportent une vraie vision des rapports entre l'Europe et l'Orient. Alors je voudrais, comme mes collègues d'hier, saisir Bérard en quelque sorte au sceau de la thèse. Prenons sa longue et belle introduction de septembre 93, déjà citée.
Le jeune savant de la République, et j'insiste sur le fait de sa jeunesse, il a moins de 30 ans, il faut replacer cela dans un effet de génération, d'affirmation, de génération intellectuelle, liée en même temps à un renouvellement de l'école géographique vidalienne. Le jeune savant de la République a dès l'abord une ambition circonstanciée, très précise. Il faut contrer les hypothèses indianistes et nord-européanistes, germanistes, sur les origines de la race aryenne en réintroduisant l'Orient sémitique. Cela a déjà été bien dit hier. Simplement, ce faisant, il redonne sens à une sorte d'unité géohistorique de la Méditerranée orientale. Cela aussi a été bien dit hier pour son œuvre posthume, ce qui veut dire que du début à la fin, nous sommes toujours dans la même logique, une mer phénicienne transpériode. Je cite Bérard dans son introduction: « Les marins de Gênes ou de Marseille, gens pratiques, savent que Navarin, Nauplie, Le Pirée, Salonique, Smyrne, Alexandrette, Saïda et Beyrouth sont les échelles d'un même pays qui, pour eux, se nomme le Levant. » On remarque que son marin marseillais, tout avisé qu'il est, ne pousse pas son périple jusqu'à l'Égypte, tout simplement parce que la restitution de Bérard n'ira pas jusqu'à suggérer sérieusement une influence égyptienne, comme d'ailleurs le lui reprochera Bernal, dont c'est pourtant le maître, comme se rappellent les lecteurs de Black Athena. Il me semble que je ne vais pas discuter de Bernal en compagnie de spécialistes, mais il me semble que s'il y a un bérardien, si j'ose dire, ou un bérardologue, c'est bien Bernal, malgré cette ellipse de l'Égypte. Mais d'autre part, pour démontrer cette influence orientale, Bérard doit se livrer à une double opération. Dépoussiérer l'hellénisme du philhellénisme archaïque de l'épanastasis, trop lié à ce qu'il définit textuellement comme, je cite, un chauvinisme européen. Je le cite encore: « L'Europe entière se leva au début de ce siècle parce qu'un jour on lui rappela que Sparte, renversée dans la poudre, ensevelie dans le tombeau, était foulée aux pieds du Turc asiatique. Le généreux Philhellène de 1820 n'est plus à la mode, mais on peut dire que le sentiment n'a pas beaucoup changé. » Deuxième opération, l'exercice d'histoire analogique, qui ressemble plutôt d'ailleurs à de l'histoire contrefactuelle ou à de l'histoire régressive, pour utiliser une figure de Marc Bloch. Et cela pour démonter l'idée d'un miracle grec, comme cela est par ailleurs bien connu. Sa démonstration est claire: il n'y aurait pas de civilisation grecque classique sans l'Orient des Phéniciens. De même, et cela est moins souvent rappelé, de même, dit Bérard, qu'il n'y aurait pas de Grèce moderne sans l'Europe. La citation est longue, mais vous me permettrez de vous la donner, elle mérite tout notre intérêt. J'imagine volontiers un Persan ou un Arabe écrivant dans quelques dizaines de siècles l'histoire de la Grèce actuelle avec les méthodes et les sentiments que nous apportons aujourd'hui dans l'étude de la Grèce antique. Ils parleraient eux aussi du miracle grec. Dans la Grèce du XVIIIe siècle finissant, l'impartial historien montrerait donc un pays barbare, presque désert, sans ville. Puis, 100 ans écoulés, ce même pays lui apparaîtrait peuplé d'Hellènes, planté de vignes, couvert de villes, pourvu d'écoles, d'arsenaux, de phares, de chemins de fer, avec une marine de guerre. La marine de guerre, c'est important pour Bérard. Notre homme n'aurait point assez de mots pour exalter cette éclosion miraculeuse. Je cite encore Bérard. Parce qu'un détail, un seul détail lui aurait échappé, c'est que les Grecs modernes ont tout reçu des nations de l'Europe. Leurs habits, leurs outils, leurs armes, leurs métaphores, ils rencontreraient pourtant dans le grec moderne des mots étranges. Alors je cite la transcription qui est donnée par Bérard: pantalonion, capellon, corset, vaporion, trenon, etc. Mais ils n'y prêteraient pas plus d'attention que nous n'en prêtons nous-mêmes à tel ou tel mot rencontré dans le grec ancien. Fin de citation. La leçon est claire. Dire que la Grèce classique fut orientale revient à dire que la Grèce régénérée, celle de l'Epanastasis ou du Risorgimento, fut européenne. Gardons en mémoire ce terme de la comparaison, de l'analogie, de l'anachronisme, qui nous permet quand même de nuancer l'orientalisme de Bérard et de réintroduire un peu d'européocentrisme. Alors, on tirera de cette homologie, qui est peu conforme quand même à la rhétorique d'écriture d'une introduction de thèse. Je ne sais pas s'il y a des doctorants dans la salle, je n'en vois pas, mais enfin quand même, je ne saurais leur conseiller. Alors,
gardons de cette homologie la conception d'un hellénisme qui dépasse les frontières de la Grèce classique et par assimilation celle de la monarchie du roi George. C'est la même logique qui le conduira une génération plus tard à considérer qu'il y a en Anatolie, je le cite, trois étages géographiques et ethniques, un rez-de-chaussée grec, un premier étage turc et un second étage kurdo-arménien. Et qu'il ne serait donc pas mauvais, je reprends l'argumentation de Bérard, au lendemain de la guerre, de laisser Smyrne aux Grecs, de donner des provinces aux Kurdes et aux Arméniens, et le reste, c'est-à-dire quand même pas mal de choses, aux Turcs. Au début des années 1890, cependant, Bérard se défendait d'adhérer à l'irrédentisme grec. Dans la préface de la première édition de la Turquie et l'hellénisme contemporain, il se déclare dénué de l'enthousiasme des philhellènes d'autrefois comme des misellènes d'aujourd'hui. Certes, il trouve digne d'éloge la grande idée, noble conception de l'esprit, effort de patriotisme, etc. Mais tout cela pour déclarer explicitement, et je le cite à nouveau, « Ma très réelle sympathie pour les Grecs ne m'a donc pas fait prendre tous leurs rêves pour des réalités. Je n'ai pas à défendre leurs revendications, je veux calculer seulement leurs chances de succès. » Or, au milieu des années 1890, mesurer les chances de succès des Grecs, c'est regarder vers la Crète, mais après avoir été émus par les Arméniens. Ce sont les massacres hamidiens de l'été 1894 à l'hiver 96 qui forment la chaîne conduisant Bérard du statut d'observateur compétent à celui de publiciste engagé, tel que le définit Lavis dans la préface de La politique du sultan, dont on reparlera sans doute, paru en 1897. Alors, comment s'opère très simplement cette translation ? Bérard voyage en Turquie d'Asie, on le sait, en compagnie, on l'a dit hier, notamment de Jameau de Legrand, comme par ailleurs l'a rappelé Louis Robert dans une dizaine de pages très intéressantes consacrées aux enquêtes de Bérard au Proche-Orient depuis 1887. Il y rencontre donc forcément des Arméniens. Hervé Duchesne, quant à lui, dans une intéressante contribution déjà citée hier, intitulée Bérard, père et fils, insiste sur le fait que Victor Bérard et Salomon Reynard, malgré leurs divergences scientifiques, partagent les mêmes inquiétudes sur les minorités ottomanes, balkaniques et d'Asie, avant de s'engager pour Dreyfus. Au moment des massacres, les Arméniens deviennent donc les personnages centraux de Bérard, qui les connaît déjà. Il effectue, on se le rappelle, un reportage à Constantinople, à l'été 96, donc, c'est important, dans la deuxième phase des massacres, reportage qui sera recueilli en mars 97 dans les trois parties de la politique du sultan, les massacres, le sultan et l'Arménie, et les musulmans et l'Europe, partie extrêmement importante du triptyque. Alors, hier, on a beaucoup et bien parlé de l'écriture de Bérard, exégète, traducteur. J'ébaucherai, moi, quelques observations sur l'écriture et le travail du publiciste, du publiciste engagé, de l'analyste et publiciste. Le premier est évidemment, pour relever, c'est la découverte de l'eau tiède, le primat du témoignage. L'historien et le journalisme se donnent comme mission de témoigner directement sur les pogroms d'Istanbul de la fin du mois d'août, mais en réalité, on voit qu'il utilise surtout le récit de témoins oculaires arméniens et, semble-t-il, de deux notables musulmans qu'il connaissait déjà. De façon indirecte et explicitement indirecte, cette fois, il utilise le témoignage lorsqu'il s'agit du pays où il ne se rend pas, du reste du pays, des autres massacres où il ne se rend pas, et il cite ses sources, entretiens, documents consulaires, dont certains d'ailleurs seront publiés dans le livre jaune des Britanniques. Mais la deuxième ambition très claire de Bérard est de transformer, cela va de soi, le témoignage en écriture militante. C'est particulièrement vrai lorsqu'il utilise le témoignage oral et les notes écrites du vice-consul français de Diyarbakir, Mérier, dont la correspondance avec Cambon a été publiée il y a une dizaine d'années et introduite. Certes, quand il fait cela, il veut bien sûr illustrer ce qui s'est passé dans les montagnes, mais surtout
il veut alerter l'opinion publique sur quelque chose de moins connu, qui est le rôle positif et marginal joué par un fonctionnaire consulaire français et sa femme, qui ont pris envers et contre tout la défense des victimes arméniennes. Il va même, en parlant de Mérier, jusqu'à considérer que c'est le télégramme chiffré de Mérier du 17 mai 1995, il fait une vraie étude d'histoire sur les Kurdes, qui a provoqué l'une des premières interventions des ambassadeurs français et anglais auprès de la Porte le 20 mai. Alors, il est indéniable que Bérard réagit ainsi, non instantanément mais très efficacement, me semble-t-il, à un article trop élogieux sur Abdulhamid qui était paru sous triple X, l'anonymat des 3 X, en décembre 1895 dans la Revue de Paris, mais dont Bérard sait très bien désanonymer l'auteur, qui n'est autre que le ministre turcophile des Affaires étrangères Anotto. Et en utilisant Mérier, il oppose le simple Mérier à son ministre des Affaires étrangères. Et c'est une forme de militantisme assez efficace. À partir de là est franchie l'étape décisive de l'engagement actif militant. 3 jalons me semblent l'illustrer. D'abord, sa reconnaissance par les Arméniens de la diaspora, notamment les Arméniens de Paris, d'un rôle d'autorité intellectuelle, de tutelle ou de parrainage qu'aurait Bérard. Cela se traduit par ses liens au poète arménien exilé, bien connu, Arshad Chobanian. C'est un ami de Quillard qui a fui Constantinople et qui lui demandera, par l'intermédiaire de Quillard dans un premier temps, un ami d'Anatole France aussi, qui lui demandera de préfacer un important ouvrage à caractère de source que Chobanian a traduit lui-même de l'arménien occidental au français, le journal d'Agassi sur les événements de Zeytoun jusqu'en 1895. Et Bérard enchaînera, comme Lavis d'ailleurs, les préfaces à partir de ce moment. L'autre préface significative, et ça quand même, quand on vous demande des préfaces, c'est un signe de parrainage, d'autorité intellectuelle ou médiatique incontestable. L'autre préface significative sera celle de l'ouvrage Pour l'Arménie et la Macédoine, dont on reparlera, de 1930, dans laquelle il pratiquera une très intéressante opération d'histoire comparative contemporaine, en expliquant que le point commun des Macédoniens, des Crétois et des Arméniens, c'est avant tout d'être des révolutionnaires, et qu'il faut donc se demander, en bon héritier de la révolution de 89 qui ne veut pas de la révolution de 93, comment naît un ferment révolutionnaire et comment le canaliser. Et ça, selon moi, c'est une analyse d'historien extrêmement importante sur le temps proche. Deuxième étape, l'adhésion de Bérard, aux côtés de Quillard, de Lavis et du père Charmetan ou de Denis Cochin, au fameux comité franco-arménien de Chobanian, qui sera actif de 1897 à 1902. Enfin, dernier jalon, la participation active au périodique arménophile Pro-Arménia de Quillard, puis, à l'époque des guerres balkaniques, sa gestion de la feuille Pour les peuples d'Orient, qui est une feuille qui est attachée au Pro-Arménia. C'est d'ailleurs avec le Pro-Arménia que Bérard entre en relation régulière avec les arménophiles européens et notamment avec les Italiens. Les Italiens des quotidiens La Tribuna et Il Corriere. Une étude de ces milieux italiens arménophiles, autour de journalistes comme Scarfoglio, comme Carlo Bassi, confirme, peut l'assurer, que ce sont d'abord les textes de Bérard, de Quillard et du père Charmetan qui servent de base à tous les premiers articles de mobilisation arménophile ou anti-ottomane des Italiens à cette époque, avant les premières correspondances de terrain. Alors, on retiendra de ce corpus une argumentation qui certes condamne les brutalités, les massacres d'un despote, mais qui prend toujours soin de distinguer le sultan de ce que Bérard appelle le brave paysan turc. Alors, c'est une citation omniprésente, le brave paysan turc. À mon sens, il ne faut pas simplement la prendre comme une sorte d'excuse rhétorique chez Bérard, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce corpus met l'accent sur 2 principales caractéristiques des Arméniens, caractéristiques organiquement indissociables, chrétienté et européanité. D'abord, les Arméniens, nous dit Bérard comme les autres, ce sont des chrétiens isolés en terre d'islam. Le terme est souvent évoqué, et cela conduit même à distinguer, chez Bérard et les autres, entre les Arméniens de Turquie et de Méditerranée, sous le sultan, et ceux du Caucase, sous le tsar, qui auraient un sort un peu plus enviable, même si
Bérard, qui est un homme de nuance, portraiture les Arméniens du Caucase comme, je cite, les Juifs des Russes, c'est-à-dire les artisans de la prospérité des Russes, mais qui ont été aussi prestement dépouillés et parfois abandonnés par leurs souverains. Chrétiens isolés, chrétiens isolés, ils sont des chrétiens européens. Le saut de la chrétienté à l'européanité, c'est un saut très aisé à franchir, que tous franchissent à cette époque. Le qualificatif de grec d'Asie résume chez Bérard cette conception d'une européanité méditerranéenne paradoxale des Arméniens, image d'ailleurs tout à fait raffermie par la diaspora intellectuelle ou par l'ancienneté de foyers européens d'arménité, comme par exemple la congrégation méquitariste de San-Lazzaro à Venise, à laquelle Bérard se réfère. Dès lors, le message des philarmènes, des arménophiles, est d'assurer la continuité de ce lien privilégié. Et c'est bien dans ce contexte, selon moi, que doit être replacé l'engagement crétois de Bérard. Bérard représente, à mon sens, à l'épure, la chaîne d'une amitié culturelle et surtout politique méditerranéenne dans laquelle arménophilie et philhellénisme s'épaulent mutuellement, jouent même à égalité. C'est un constat qui devrait être banal, il n'empêche que parfois, souvent même chez Bérard comme chez d'autres, les deux mobilisations sont distinguées, ignorées l'une par rapport à l'autre. Alors, je n'entrerai pas ici dans le détail crétois, je me contenterai simplement d'un rappel sommaire de la situation au moment où Bérard publie son grand ouvrage, l'un de ses ouvrages crétois, Les Affaires de Crète en 1898. Les Affaires de Crète, c'est quand même le livre d'un publiciste engagé, d'un intellectuel engagé. Mais c'est aussi le livre d'un historien qui se rappelle qu'il est historien. Il remonte donc à des fins de propagande, certes, mais il remonte aux Vénitiens. Il évoque ensuite l'histoire proche, l'héroïsme des Crétois de la guerre d'indépendance, avant d'en arriver à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire l'escalade crétoise, dont il rappelle assez précisément les principales étapes. Le firmament de 1889 qui supprime les réformes de 78, la recrudescence des affrontements de l'été 95 à l'hiver 96, la guerre civile à partir de janvier 97, l'expédition du gouvernement grec et enfin l'internationalisation des affaires crétoises avec l'arrivée du Conseil des six amiraux, supposé, nous le savons bien, rétablir l'ordre public, mais matant l'insurrection des chrétiens à Akrotiri en février 1897 et Akrotiri dans l'opinion internationale de l'époque, c'est exactement la même chose, si j'ose dire. Moi aussi, je fais un peu d'analogie que Missolonghi pour la guerre d'indépendance. Enfin, à l'automne 1898, des affrontements entre les troupes britanniques et les troupes turques aboutissent à un renversement des positions, après notamment le retrait des Allemands, qui est extrêmement important, et un ultimatum en faveur des chrétiens, puisque c'est le prince Georges, faut-il le rappeler, qui devient haut-commissaire de la province autonome. Alors, revenons maintenant au fonctionnement qui nous intéresse davantage de la dénonciation de Bérard. Entre l'hiver 96 et le premier trimestre 97, Bérard s'engage vigoureusement pour la Crète. Certes, comme pour les Arméniens, l'image du chrétien victime des musulmans est une image omniprésente. Mais la Crète est surtout dénoncée par Bérard comme la victime des puissances occidentales et surtout la victime de ses frères grecs. C'était vrai des Arméniens qui étaient victimes de la conspiration du silence dénoncée par Vandale. Mais avec la Crète, on aurait franchi une étape supplémentaire car les puissances et les Grecs indépendants sont accusés par Bérard de n'avoir pas tenté de libérer la grande île quand ils le pouvaient. Dans La mort de Stamboul, dont on va parler, Bérard résume ainsi cet argument. Depuis 80 ans, la Crète est un perpétuel remords dans la conscience de l'État grec et du peuple grec. Il était d'une injustice que cela ne fût pas admis au bénéfice de l'indépendance qui en avaient été les ouvriers les plus énergiques. C'est le topos de l'héroïsme crétois qui l'emporte sur tous les autres héroïsmes helléniques. De ce mois de février 1897, à Akrotiri, date le changement dans les rapports entre la Crète et l'hellénisme. La Crète avait été depuis un siècle et quart la victime expiatoire de la race. Désormais,
l'hellénisme entier allait pâtir des justes revendications des Crétois. Il est important d'y insister, car tout cela illustre que le philhellénisme de Bérard, si philhellénisme il y a, est toujours un philhellénisme extrêmement exigeant face aux Grecs. Vous me direz, ce n'est pas nouveau, le philhellénisme est toujours exigeant face aux Grecs, venus surtout de la part des Occidentaux, comme la déception des Grecs face au philhellène est aussi une constante. En même temps, ce philhellénisme exigeant se traduit aussi par un cahier de charges non moins exigeant face aux puissances. Derrière l'helléniste Bérard, il y a toujours l'expert en géopolitique de Naval. Ses recommandations, comme expert, renvoient à deux simples mots d'ordre, d'une très grande sagacité et d'une très grande actualité. Premier mot d'ordre, il faut légitimer le droit d'ingérence de l'armée au nom du respect du droit des peuples. Son idée est qu'après le départ des Allemands, tout va toujours bien après le départ des Allemands, les chrétiens ont confiance en Crète, en les amiraux, alors qu'ils se défient, qu'ils continuent à se défier de la diplomatie. Donc, la solution de Bérard, qui en cela est un très lucide observateur des pratiques de la colonisation française, la solution de Bérard, c'est de ne pas se cantonner aux littoraux. Il écrit « Les chrétiens de l'intérieur ne demandent qu'à recevoir les troupes internationales » et donc de pratiquer une vraie politique de pacification, d'ordre public, de respect, de protection des chrétiens. Ce modèle est un modèle de protectorat lié à la marine, à l'infanterie et à la gendarmerie. C'est très concret. Bérard le défend jusqu'à considérer que la nomination d'un prince grec serait une perte de temps et que seul un gouverneur s'appuyant sur les amiraux saurait réellement conduire la Crète vers les Gnosis. La deuxième injonction de Victor Bérard est là aussi un classique intemporel. Il dit très clairement, à la fin des affaires de Crète, la Crète a besoin d'argent. Elle a besoin d'argent notamment pour payer l'exode des populations musulmanes auxquelles il pense déjà, et pour payer le remplacement de ses anciennes élites. Et pour cela, il n'y a qu'une solution, je cite textuellement Bérard, « L'Europe doit payer ». Bérard dit textuellement que l'Europe donne ou avance les capitaux nécessaires, soit avec un emprunt crétois, soit en créant une banque foncière. Et cette banque foncière, il va plus loin, il en donne les éléments, il dit que la banque foncière sera garantie par la confiscation des biens des mosquées, des biens de l'administration turque. C'est une politique de sécularisation à la française. Comme on le voit, la mobilisation crétoise et philhellène de Bérard relève aussi de la réelle politique. Ce que la mobilisation arménophile n'avait pu lui consentir réellement, puisqu'on n'était pas en train de prôner la création ou l'autonomie d'un État arménien. Malgré cette différence, il y a, et ce seront mes observations de conclusion, des liens étroits, très étroits, entre les prises de position phil-armènes et la mobilisation philhellène de Bérard. En 1897, les arménophiles et les crétophiles ont conscience de mener le même combat, exactement le même combat. Bérard lui-même évoque les Crétois comme les nouveaux Arméniens d'Europe. Cette idée est largement partagée au-delà des milieux intellectuels. L'attaché militaire français à Athènes, jeune capitaine, redoute même très clairement, l'attaché militaire français redoute la parenté des deux causes. Dans sa correspondance, l'archive de Vincennes, il met précocement en garde son gouvernement contre, je cite, « la question crétoise qui pourrait bien devenir la question arménienne de cette année ». Optimiste. Avec cette différence que les Crétois, plus belliqueux que les Arméniens, se laisseraient moins bénévolement égorger, ce qu'il se prend presque à regretter en termes, lui aussi, de réel politique. Ce qui compte, c'est l'équilibre des puissances. L'étape arménophile est donc essentielle pour comprendre le sursaut philhellène de 1897. Et le fait que les catholiques, comme les socialistes, les garibaldiens en Italie, appellent au volontariat philhellène dans la guerre gréco-turque du printemps, qui se joue ailleurs qu'en Crète d'ailleurs, et qui a été déclarée par un souverain et par des nationalistes et rédentistes, en donne bien la preuve. D'où
ce millier de volontaires en chemise rouge qui est cantonné à 2 pas d'ici, à l'hôtel Saint-Georges, au printemps 1897, au haut du Lycabette, avant de partir pour Domokos. Je ne dirais pas que ces volontaires sont la conséquence de l'engagement de Bérard, mais naturellement que Bérard les voyait d'un bon œil, les volontaires garibaldiens partis, garibaldiens et provençaux d'ailleurs, d'où ce volontariat méditerranéen, garibaldiens italiens et provençaux. De ces liens assumés de médiatisation entre les deux causes témoigne le fait que la grande conférence arménophile de la Société de géographie à Paris, où Anatole France et Tchobanian prennent la parole devant tout ce que Paris compte alors d'intellectuels et de célébrités mondaines, a lieu le 9 mars 1897. On peut s'étonner, parce qu'après tout, le 9 mars 1897, les Arméniens ne sont malheureusement plus au cœur de l'actualité. Mais qui est au cœur de l'actualité? Ce sont les Crétois. Donc, on organise une grande mobilisation intellectuelle pour les Arméniens sans avoir peur de heurter les puissances actuellement en guerre, mais en réalité, cette mobilisation arménophile est une mobilisation crétophile. Les Crétois sont au cœur de l'actualité. Ils viennent d'être bombardés quelques semaines plus tôt à Akrotiri. Le message est donc clair. Les Arméniens seront vengés par le sauvetage de Crétois, qui mobilise davantage de gens, qui intéressent les puissances, mais sans l'étape arménophile, à laquelle participèrent les Bérards, les Lavis, les Pressensés, l'alchimie philhellène n'aurait pas été possible. Or, s'il a précédé le sursaut philhellène, l'engagement philarmène lui a aussi survécu, chez Bérard comme chez d'autres. Victor Bérard continue d'animer les grands meetings arménophiles de 1903. De février à octobre, à Paris, à Milan, Gênes, Rome, Londres. En 1904, c'est lui qui préface le recueil des grandes manifestations franco-anglo-italiennes, c'est ainsi que le titre est donné, consacré à l'Arménie et à la Macédoine, comme si désormais l'arménophilie devait servir de support à la mobilisation pour les Macédoniens dont on va nous parler. Après la guerre, c'est Bérard qui fait la conférence inaugurale de la réunion de la Ligue des droits de l'homme le 26 février 1920 pour l'Arménie indépendante. Il parle beaucoup moins des provinces arabes dont un expert évidemment va nous parler un peu plus tard. Alors que retenir pour finir de cette constance de mobilisation ? Je me contenterai de mentionner comme piste de conclusion 3 formes d'engagement des intellectuels de l'époque révélées par ceux plus ponctuels et par l'itinéraire de Bérard. D'abord, d'un point de vue général, Bérard renvoie clairement à la permanence d'une rhétorique, mais aussi d'un contenu de ce que l'on peut définir comme une amitié politique internationale qui s'exerce en direction privilégiée de la Méditerranée. Alors, depuis les lendemains de la Révolution française, on le sait bien, ou on doit le savoir, le lexique des sentiments, qui a longtemps été réservé aux souverains, comme définition des attitudes des souverains, se généralise, et il se généralise pour caractériser les rapports internationaux, leur place dans l'opinion. Il existerait désormais un discours politique, un imagier très important des relations d'amitié internationale, comme amitié des peuples, et je pense que la filia, comme forme structurant les imaginaires politiques de l'homme du XIXe siècle, attend encore son histoire, mais que cette histoire est importante. La formule est très simple, elle rappelle même l'incipit des contes de fées, les peuples aiment les peuples, on sait bien que ce n'est pas toujours vrai, mais enfin comme cela, et ajoutons que certains d'entre eux, de ces peuples, ont besoin d'aimer pour devenir forts, alors que d'autres ont besoin d'être aimés pour exister. Et à la fin du XIXe siècle, les nations qui ont besoin des autres pour exister sont de façon privilégiée situées en Méditerranée orientale, aux confins entre l'Europe et l'Asie. Pourquoi ? Eh bien parce que s'y trouvent pour les Occidentaux des peuples qui n'ont pas, en raison de leur européanité supposée, le statut de peuple colonisable. Et donc, on doit aller les délivrer, les libérer, les aider à retrouver leur droit de disposer d'eux-mêmes. Cependant, et ce sera ma deuxième observation, l'engagement de Bérard témoigne du fait que cette amitié méditerranéenne a aussi besoin de fondements historiques et culturels, de ferments de légitimation qui relèvent de cela. La référence à l'héritage grec, hellénique si vous voulez, au christianisme, à l'européanité,
même pour un adepte du métissage culturel comme Bérard, reste une référence dominante. Pour ne pas parler, chez tant d'autres philarmènes et philocrétois, de cette étrange, tout de même, quand on y songe, référence à la latinité comme argument de défense de la Crète, qui fait qu'un poète comme Mistral, Frédéric Mistral, le grand prix Nobel français, ou un autre comme Josué Carducci, pour prendre des poètes méditerranéens, se mobilisent pour les Grecs, pour les chrétiens d'Asie, mais ils le font comme promoteurs d'une latinité qui aurait déjà digéré l'hellénisme. Pourquoi ? Eh bien parce que cette latinité, en réalité, est une construction géopolitique, autant, sinon plus, que culturelle. Et il me semble qu'une personne comme Bérard, un intellectuel comme Bérard, nous permet de bien le confirmer. Ce qui illustre l'engagement de Bérard, c'est la revendication en ce début du XXe siècle de la vocation tutélaire de la France en Méditerranée orientale et au sud des Balkans. Il y a, dans la continuité des liens à la géopolitique, de ces liens à la géopolitique ou à l'anthropogéographie, la revendication d'un rôle méditerranéen et proche-oriental de la France, indéniablement. C'est même banalité que de le dire après tout ce que vous avez dit hier. Ce rôle, la République, nous dit Bérard, ne l'a pas assumé au moment des massacres arméniens. Elle ne l'a pas assumé ou elle ne l'a assumé qu'à demi au moment des affaires crétoises, même s'il est moins sévère qu'Anatole France lorsqu'il fait dire à M. Bergeret que la France est comme une pintade au milieu d'une je ne sais plus comment il faut dire, d'une compagnie de goélands quand elle est en Crète. Bérard est quand même assez sévère vis-à-vis de la politique de son gouvernement à cette époque. Et ce rôle, Bérard, en 1903, milite pour que la France l'assume en Arménie, en Macédoine, aux côtés de l'Italie, qui d'ailleurs, il faut le dire, commence à s'éloigner de la triplice au lendemain, après 1902, et aux côtés du Royaume-Uni, au nom de ce que son collègue, Arthur Evans, présent au meeting parisien de 1903 pour l'Arménie et la Macédoine, désigne textuellement dans le toast du banquet comme la fraternisation des différents peuples libéraux. Donc s'il y a amitié politique et culturelle, elle est vraiment très claire dans la déclaration de ce grand antiquisant. Enfin, ce rôle d'une France recouvrant son protectorat méditerranéen, sans s'aliéner les Britanniques ni les Italiens, mais clairement contre les puissances germaniques, Bérard le hisse de nouveau au premier plan, un mois après son entrée au Sénat, en février 1920, mais comme l'a rappelé hier notre collègue, en dehors de l'enceinte parlementaire, en militant pour qu'enfin la République, sa République, assume son rôle sans se laisser déposséder par la Société des Nations naissantes. Et ce seront les derniers propos de Bérard que je citerai, quasiment mes derniers propos à moi aussi. Après avoir été, dit Bérard, la fille aînée de l'Église, la France était devenue, dans tout cet empire ottoman, la fille aînée de la Révolution, la servante des droits de l'homme. Et c'est pour cela que la Ligue des droits de l'homme prend aujourd'hui la parole. Vous aviez alors le droit de Constantinople à Bassora d'intervenir chaque fois qu'un chrétien, un juif, un musulman, un turc était lésé, et vous étiez consolateur de la souffrance. Et Bérard est en train de dire, ne perdons pas ce droit, retrouvons-le. L'itinéraire dans la Méditerranée orientale contemporaine de Victor Bérard est donc celui d'un intellectuel humaniste, qui est aussi un homme de médias et un homme de réseau. N'oublions pas que c'est à lui que Romain Rolland, par exemple, doit d'avoir découvert les massacres, la Saint-Barthélemy de Constantinople. Donc un homme de médias, de réseau, un homme responsable et engagé. Cet archéologue et traducteur, spécialiste de géographie, a décidé de mettre donc au service de sa nation, ce que l'on a appelé son nationalisme, mais au nom d'un magistère hérité de la Révolution française, un engagement authentique pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans la région où le combat est d'actualité au début du XXe siècle. La région où le combat est d'actualité au début du XXe siècle, c'est cette région de Méditerranée orientale et des Balkans dont on va encore parler. Et c'est aussi une région qu'il connaît si bien depuis le temps d'Homère, mieux encore, depuis le temps des Phéniciens. Je vous remercie.